Avec moi, ça ne fera pas un pli. Donc, je vous présente le cas de ce patient de 43 ans, myope de moins 4 dioptries, opéré de décollement rétine par vitrectomie cryogaz. Et en post-opératoire, vous voyez, on voit qu'il y a des plis rétiniens avec un pli qui passe par la macula ici, et une acuité visuelle qui a 1/10 par INO12. Donc, là, il y a le cliché OCT qui montre bien le pli au niveau de la rétine externe et interne. Vous voyez ici et ici, on voit bien en OCT. Et donc finalement, il est décidé, notre collègue décide de faire une chirurgie combinée cataracte, vitrectomie, pelage de limitante, de rétinotomie. Il décolle la rétine avec du BSS. Il refait un échange fluide-gaz, du laser sur la rétinotomie avec un tamponnement par C2F6. Et en post-opératoire, on voit une acuité visuelle à 4/10 P8, une rétine à plat, et on voit les cicatrices là, la rétinotomie, j'imagine ici. Voilà. Voilà. C'est bon? Alors, du coup, donc on va parler, c'est un sujet qui me passionne. C'est le deuxième cas. C'est le deuxième cas. D'accord, deuxième cas. Donc, je découvre. Donc, une patiente de 77 ans qui a de 77 ans avec pareil, donc un décollement de rétine du pseudophaque avec une acuité visuelle à 9/10, une rétine, une macula encore collée. Et donc, on voit finalement deux décollements qui ne communiquent pas sur le schéma, avec 2 déchirures en supérieur et 2 en inférieur. C'est ce qui explique une acuité visuelle qui soit encore à 9/10. Donc, une chirurgie par vitrectomie, PFCL, cryoplexie, C2F6, et en laissant du liquide sous-rétinien en fin d'intervention, un positionnement avec donc tête vers le bas, j'ai une trou maculaire la journée, et la nuit en décubitus latéral gauche. Et donc finalement, à J7, une acuité visuelle voit bouger la main, et une récupération progressive jusqu'à 7/10 P2. Voilà les clichés OCT. Voilà, c'est là où c'est intéressant. L'autofluorescence. Oui. Alors, je ne retrouve pas ma communication, donc je suis un peu perdu parce que je n'ai pas du tout travaillé comme ça. Alors, oui, c'est pas grave. Donc en fait, c'est un sujet qui m'a passionné parce que je l'ai étudié quand j'étais praticien à Rouen, sur une question que j'avais vue dans beaucoup de patients, c'est-à-dire que malgré une réapplication anatomique de la rétine, on avait des fois des patients qui se plaignaient énormément avec une mauvaise récupération visuelle, ou alors ils se plaignaient beaucoup de métamorphopsie, micropsie, alors qu'anatomiquement, au fond d'œil, on voyait vraiment une rétine qui paraissait vraiment bien réappliquée sans forcément de pathologie visible. Et en fait, il y a l'équipe c'est Wong et collaborateurs qui avaient décrit ça, je crois que c'est une équipe anglaise, qu'en fait, lorsqu'on fait un cliché en autofluorescence, on peut voir l'empreinte des vaisseaux rétiniens sur l'épithélium pigmentaire, ce qui permet en fait de savoir où est la rétine réappliquée par rapport à la rétine, si vous voulez, qui était collée. Et l'autre critère est là, une acuité. Ouais. Le malade est guéri, mais il n'est pas content. Voilà, il a une diplopie binoculaire. Alors, je vous présente la communication. Donc, c'est une étude que j'avais fait à Rouen.
Vous voyez typiquement là, une rétine réappliquée, une acuité visuelle à 1/10, euh, alors qu'on a une réapplication rétinienne. Et du coup, j'avais fait une étude en essayant de trouver des explications sur la mauvaise récupération. Donc, je m'étais à l'époque aidé de l'imagerie et j'avais donc réalisé des clichés en autofluorescence et d'OCT pour essayer d'expliquer pourquoi ils récupéraient pas bien. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que sur ma technique opératoire, à cette époque-là, je faisais donc l'utrectomie en 2 voies avec l'utilisation de la décaline dans 95% des cas. J'asséchais complètement la rétine en aspirant par la déhiscence le liquide sous-rétinien pour avoir une rétine sèche. Et donc, je faisais différents examens. Et donc, ce que j'étudiais comme critère, c'était une altération de la ligne des photorécepteurs. Vous voyez ici, on a une altération à cet endroit-là, qu'on peut voir comme dans les débuts de trou maculaire, et la présence de plis en OCT, avec le pli de la rétine externe et interne. Ensuite, donc, les vaisseaux fantômes, là, que vous voyez bien, avec un petit pli ici, et la rétine, vous voyez, qui est déplacée vers le bas sur les vaisseaux des arcades temporaux. Alors voilà des cas que j'ai pu observer. Typiquement, vous voyez, quand il y a une membrane qui était au niveau maculaire, vous avez une attraction en fait de la rétine qui c'est un peu comme si elle était chiffonnée, et une attraction du coup de la rétine du bas qui est attirée vers le haut et la rétine du haut qui est attirée vers le bas. Voilà les clichés ensuite en OCT, avec toujours ces plis de la rétine interne et externe. Donc là, c'est ces différents cas que j'ai pu observer, où en fait, je vais passer. D'autres cas, en fait, quand vous faites des OCT sur les rétines qui sont réappliquées, ce que j'avais observé aussi dans les différents clichés, c'est d'avoir en fait des épaississements rétiniens qui étaient souvent localisés dans un cadran ou dans un émichamp. Et on parlera après justement des explications de ces œdèmes rétiniens. Donc finalement, j'avais dans un tiers des cas un décalage en autofluorescence, des plis rétiniens dans un quart des cas. Et donc, une fois que j'avais eu ces critères, j'ai essayé de savoir pourquoi. Pourquoi il y a des cas où j'avais eu un décalage en autofluorescence, pourquoi j'avais une disparition de la ligne photorécepteur en OCT. Et donc je témoigne de ça parce que c'est vraiment important de comprendre ça, c'est qu'on essaie d'analyser uniquement avec ce qu'on sait. Et donc, tout ça pour dire que c'est un chemin et qu'on fait, c'est un chemin, quoi. Donc, j'ai essayé de regarder si c'était en fonction du tamponnement. En fait, j'ai retrouvé qu'il n'y avait rien de statistiquement significatif. J'avais regardé aussi à l'époque, c'était le début des trocars valvés. Donc, j'avais au départ des trocars non valvés et ensuite j'ai des valvés, mais en fait, j'ai pas trouvé de différence statistiquement significative. Pareil, à un moment, je suturais systématiquement et au début, non. Et en fait, de la même manière, j'ai pas trouvé qu'il y avait de différence. Donc finalement, j'avais aucune explication à cette époque-là sur la corrélation entre les facteurs que j'ai étudiés et la présence de ces décalages en autofluorescence. Alors juste pour vous parler un peu des hypothèses, c'est que en fait, quand vous avez un décollement de rétine et que vous avez réappliqué votre rétine, imaginons que vous avez du liquide sous-rétinien qui est assez solide, c'est-à-dire un décollement de rétine chronique. Vous avez fait par exemple une cryantation ou une vitrectomie, finalement vous avez une bulle de liquide sous-rétinien, vous voyez, qui va se positionner de cette façon. Et donc finalement vous avez un excès de tissu de rétinien par rapport à l'épithélium pigmentaire sous-jacent. Donc quand le liquide va se résorber, c'est comme quand vous avez une nappe dehors à l'extérieur avec l'eau qui s'évapore, vous avez comme des cloques. Et en fait, vous avez donc cet excès de rétine qui va faire deux choses. Soit vous allez avoir des plis, soit vous allez avoir un épaississement de la rétine. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des cas où on voit un épaississement rétinien localisé dans les décollements. Ensuite, l'autre point, vous voyez comme là par exemple. Et vous avez des plis ici, avec la rétine qui est décalée vers le bas, et vous avez un épaississement en regard. Je pense que c'est vraiment ce mécanisme là. Ensuite, il y avait un autre scénario, c'était, j'ai imaginé qu'il y avait l'hypotonie peropératoire ou post-opératoire,
qui pouvaient expliquer de la même manière une autre chose que j'avais observée et que, en tout cas, dans la revue de la littérature, ils n'abordaient pas ce sujet, parce que la principale des hypothèses, c'était pour eux une question de tamponnement. C'est-à-dire que pour eux, c'était le tamponnement soit de silicone, soit de gaz, qui déplaçait la rétine en haut ou en bas en fonction du silicone lourd, silicone léger, du gaz. Et en fait, ça n'expliquait pas une des situations que vous allez voir après. Donc imaginons que vous avez un décollement choroïdien, vous avez la rétine en regard, et finalement, quand le décollement choroïdien va se résorber, là c'est l'inverse, vous allez avoir un défaut de rétine par rapport à l'épithélium pigmentaire sous-jacent, vous allez avoir un étirement de la rétine, et c'est cette situation-là, et c'est pour ça que je ne comprenais pas comment ça pouvait s'expliquer par uniquement la question de tamponnement, parce que là vous voyez que la rétine en supérieur est déplacée vers le bas, alors qu'en inférieur elle est déplacée vers le haut, ce qui ne peut pas s'expliquer par une force motrice qui déplacerait tout le bloc rétine par rapport à l'épithélium pigmentaire. Le troisième scénario le plus facile à comprendre, c'est une membrane. Vous avez une membrane contractile sur la rétine se décolle, vous avez cet effet comme un élastique que vous détendez qui va du coup contracter la rétine, et quand vous réappliquez la rétine, bah, vous avez ce pli qui va du coup apparaître. Dans différents cas. Alors j'ai juste mis une vidéo là sous endoscopie, on voit là le vitré, la rétine complètement adhérente à l'iris. Et donc c'était juste pour essayer de comprendre quand on a une incarcération, la perte de substance rétinienne par rapport à l'épithélium va bien sûr créer un pli. Et ça c'est un autre cas où c'est vrai que là, j'aurais voulu avoir l'avis du docteur Elbrecht dans les cas justement de rétinectomie où on peut avoir des hypotonies, parce que en endoscopie, on est en 20 gauche et du coup, il y a des fuites au niveau du passage des instruments. Et dans ce cas où on a une hypotonie péropératoire, la rétine est aspirée par le décollement choroïdien lié à l'hypotonie. Alors, sur le pli rétinien, donc pour résumer, en gros, il faut déjà que la rétine soit décollée, ça fait comme un roulement à billes pour que la rétine se déplace et crée des plis. Et ensuite, il y a quand même une force qui va forcément déplacer la rétine. Alors, les différents mécanismes, c'est l'injection de décaline avec incarcération du vitré. Donc ça, moi, pour l'avoir pratiqué beaucoup, où j'injectais beaucoup de décaline, quasiment à 95% de mes décollements de rétine. Même s'il y avait des canules à double courant, faut imaginer quand vous avez une canule à double courant et que vous injectez votre décaline, le temps que le liquide puisse ressortir par la canule à double courant, en fait, je pense que personne ne le respecte. On va injecter vite et donc souvent, il y a une incarcération qui se crée à ce moment-là. Donc, je pense que c'est une des explications. L'épidipotonie choroïdienne, la membrane, on a vu tout à l'heure, et la persistance de liquide sous-rétinien, ça se voit beaucoup, par exemple dans les cryoindantations, où vous avez un décollement de rétine chronique, et lorsque le liquide se résorbe, on a justement ces plis qu'on voit très bien avec ces décalages en autofluorescence. Donc, en tout cas, pour éviter justement ces plis, je pense que la première chose, c'est essayer au maximum d'éviter la décaline. Regarder en tout cas s'il n'y a pas une incarcération du vitré ou de la rétine au niveau des sclérotomies. Éviter toute hypotonie. Et alors pour le drainage du liquide sous-rétinien, c'est vrai que je pense qu'il n'est pas bon de faire un drainage complet du liquide sous-rétinien. Je pense que le modèle, c'est un petit peu comme vous avez un tabouret avec 4 pieds et que vous allez visser chaque pied. Vous allez d'abord faire un premier tour en vissant à moitié les vis et remettre un coup pour stabiliser en plusieurs fois. Et je pense que pour équilibrer les forces d'une réapplication de la rétine, je pense que c'est important de laisser finalement un peu de liquide sous-rétinien, ce qui n'est pas du tout ce que je faisais au début. Alors voilà, moi je vous parle de mon expérience, c'est vrai que j'ai changé ma technique de vitrectomie, parce que maintenant j'utilise toujours la lampe à fente, mais je désinsère la conjonctive,
J'utilise un verre, une lentille de Kilp. J'utilise quasiment plus de décaline. La seule indication que j'utilise, ça va être dans les déchirures, dans les grosses déchirures ou quand j'ai une incarcération. Que je ne fais plus de drainage total, parce que comme j'utilise plus de décaline, forcément il va me rester du liquide à la fin de ma chirurgie. Et je pense que un des autres facteurs, en tout cas pour l'avoir revu, un cas où j'ai utilisé la décaline, j'ai revu cette image de disparition de la ligne des photorécepteurs au niveau de la fovea. Et je pense que la décaline, indépendamment de sa toxicité chimique, je pense qu'il y a une toxicité juste mécanique. Vous mettez quelque chose de très lourd sur les photorécepteurs, je pense que ça doit abîmer, ça abîme forcément les particules externes des photorécepteurs. Voilà, donc Nazim. Je sais pas si, peut-être pour les questions, on verra après, c'est ça? Non. Bonjour tout le monde. Moi justement, ayant eu le cas avec la patiente d'avant, j'ai été regarder un peu par rapport à ces déplacements et surtout ce qu'on pouvait faire parce qu'on les contactait très tardivement, une fois qu'il n'y avait plus de gaz et qu'on pouvait techniquer, faire une autofluorescence, mais si la rétine est collée, est-ce qu'il faut aller redécoller, sachant que la patiente avait 8 dixièmes en monoculaire, mais en binoculaire, quand il n'y avait plus de gaz, elle est rentrée en disant, quand je lui ai posé la question comment ça allait, elle m'a montré deux rectangles qui étaient à 45 degrés l'un de l'autre, et donc très gênés. Là, je voulais vous présenter une étude qui est bien menée sur peut-être une réponse à ce problème, et bien sûr, qui s'intéresse effectivement qu'au tamponnement intraoculaire. Donc, l'effet d'un positionnement après tamponnement gaz, un positionnement face vers le sol versus tamponnement des déchirures après vitrectomie gaz dans les décollements macula-off. L'objectif de cette étude, donc ça partait du succès anatomique après première chirurgie de décollement de rétine qui dépasse les 85-90%, mais qu'il y avait pas mal de phénomènes de distorsion rapportés par les patients qui étaient variables dans la littérature de 67 à 89%, et que pour certains patients, on avait ces images en arbre mort justement en autofluorescence et qui témoignent d'un déplacement de rétine. Donc l'objectif de cette étude, c'était de comparer le positionnement face vers le sol versus le tamponnement des déchirures par le gaz dans le déplacement de rétine post-opératoire ainsi que la distorsion et l'acuité visuelle. Pour ça, donc, les auteurs ont mené une étude prospective randomisée en simple aveugle, vu que la randomisation se faisait après que la procédure chirurgicale était finie. Le chirurgien ne savait pas. C'était multicentrique dans le Moorfield Hospital à Londres et à Glasgow. Pendant 2 ans, de mai 2016 à 2018, les patients inclus étaient des patients avec décollement de rétine régmatogène macula-off de moins de 14 jours et ayant eu une vitrectomie gaz sous ALR. Étaient exclus les patients qui avaient nécessité un tamponnement en fonction du péropératoire en silicone, les patients traités par voie externe, et les patients qui avaient des acuités anciennes connues inférieures à 0,16. Les patients qui ne pouvaient pas aussi se positionner pour des problèmes rhumato ou autres étaient exclus de l'étude. Et concernant le positionnement tête vers le sol, donc leur protocole, c'était passer 50 minutes de positionnement toutes les heures avec une espèce de coussins, comme des coussins de voyage pour vraiment maintenir la tête tout le temps, pendant les 24 premières heures. Et puis les 6 jours qui suivaient, tout le monde était tamponné de façon à tamponner les déchirures. Leur critère principal, c'était de comparer la proportion de patients avec déplacement de rétine en autofluorescence entre le groupe face vers le sol versus groupe tamponnement des déchirures, et ce à 6 mois. Les critères secondaires étaient d'évaluer le déplacement de rétine à 2 mois, de quantifier les distorsions, ainsi que le degré de déplacement à 2 mois et à 6 mois, d'évaluer l'acuité visuelle en ETDRS, ainsi qu'un questionnaire de qualité de vie. Donc 367 patients étaient éligibles, 262 ont été randomisés, et au final 119 ont été analysés dans le groupe positionnement face vers le sol et 120 dans l'autre groupe. Le critère principal qui concernait la proportion de patients avec déplacement de rétine
était bien plus inférieure dans le groupe face vers le sol. Donc c'était 42 patients sur les 119, ce qui représentait 35%, versus 48% dans le groupe positionnement, tamponnement des déchirures. L'odd ratio était supérieur à 1, il ne croisait pas le 1, il était de 1,01 à 3,11. Au niveau des critères secondaires, cette tendance se confirmait avec un odd ratio supérieur à 1, l'intervalle qui ne croisait pas 1, pour la proportion de patients avec déplacement à 2 mois, et qui était toujours meilleur dans les positionnements face vers le sol. Le degré de déplacement qui a été mesuré par Photoshop, enfin des techniques très détaillées qui ont été décrites, était bien plus significatif dans les patients avec tamponnement des déchirures. Par contre, ils n'ont pas mis en évidence de différence au niveau de l'acuité visuelle par rapport au positionnement, ainsi que la distorsion qui a été évaluée de façon objective sur le D-chart et pas de différence au niveau de la qualité de vie entre les deux groupes. Donc en discussion, cette étude a permis de montrer que le tamponnement face vers le sol pendant les 24 premières heures diminuait le risque ainsi que le degré de déplacement de rétine post-vitrectomie gaz à 6 mois, qu'il n'y avait pas de différence sur la distorsion mise en évidence, ni l'acuité visuelle, ni la qualité de vie, probablement parce que les métamorphopsies et les distorsions pouvaient résulter d'autres phénomènes comme la distension maculaire, vu qu'ils ont pris que des décollements de rétine macula off en soi, ou peut-être par manque de puissance, mais qu'il y avait quand même une tendance à la baisse de la distorsion et de la gêne entre les deux groupes, que ce soit à 2 mois ou à 6 mois. Ce qu'on pourrait reprocher à cette étude, c'est peut-être de ne pas avoir mesuré l'observance des patients, mais c'est difficile, l'observance au positionnement qui pourrait changer radicalement les résultats. Et puis d'autres positionnements n'ont pas été tentés, comme certains chirurgiens qui ne positionnent pas du tout leurs patients post-opératoire. Est-ce qu'il fallait, en vue de ces résultats, est-ce qu'il fallait que je positionne la patiente face vers le sol? On en discutera. Alors, merci Nazim. Je trouve que c'est passionnant. Tout à l'heure, on a parlé de décollement rétine. Frédéric il a bien dit d'analyser les causes de nos échecs sur le plan anatomique. Donc, on a vu toutes les causes, effectivement, de ce qui est échec, récidive décollement rétine. C'était intéressant. Et des fois, on arrive, on opère et on est content. Le patient, il va bien et il se plaint. Il se plaint qu'il ne voit pas bien ou quelque chose qui ne va pas. Donc, effectivement, tu as montré des choses intéressantes, Alexandre. Depuis 2016, je pense, tu as commencé à t'intéresser à ces sujets-là. Et effectivement, il y en a de plus en plus. Là, en 2020, j'ai vu une étude où il s'intéressait pourquoi ces patients qui sont appliqués après une chirurgie vitrectomie gaz, mais ils ont des symptômes et ils se plaignent. Des fois, on dit, bon, ils sont chiants, etc. Mais probablement, il y a quelque chose qui les gêne. Donc, ils ont essayé de voir est-ce qu'il y a des facteurs prédictives ou quelles sont les causes. Donc, ils ont étudié, par exemple, tous les facteurs, l'examen OCT, l'examen en autofluorescence, l'acuité visuelle, des études pour la métamorphopsie, l'anisectonie. Après les traitements par vitrectomie gaz, des décollements de rétine, ils ont eu 614 patients opérés et qu'ils ont eu tous ces tests, acuité visuelle, examen fond d'œil, OCT, et les tests en recherche entre les métamorphopsies et les différences d'image. Et dans les résultats, donc sur ces 600 patients, ils ont vu qu'effectivement il y a une corrélation entre l'acuité visuelle et la discontinuité de la limitante externe, de la ligne ellipsoïde, que tu as déjà montré, et effectivement il y a une corrélation qui est liée, et donc la présence de vaisseaux fantômes sur les autofluorescences. S'il y a une distorsion et une discontinuité des photorécepteurs, donc c'est corrélé négativement avec l'acuité visuelle. Et cette discontinuité de la zone d'interdigitation correspond à des métamorphopsies, et la présence de vaisseaux fantômes, ça veut dire un déplacement de la rétine, donc la rétine qui était initialement, on voit ça c'est une photo qu'Alexandre m'a donnée, ici. Donc vous imaginez que la rétine normalement elle était là, donc l'épithélium pigmentaire n'était pas exposé à la lumière à l'état normal, donc il est comme ça. Une fois la rétine réappliquée, on voit effectivement les vaisseaux fantômes, etc. Donc on voit qu'il y a une distorsion et ça explique les différences que tu disais, le patient qui voit d'un côté un peu plus grand, plus petit, distorsionné, donc l'anisectonie.
Donc, c'est les deux principaux symptômes qui décrivent, donc soit les métamorphopsies, où il y a une altération de la ligne ellipsoïde, de l'interdigitation, soit des déformations liées à ce plissement de la rétine. Et les auteurs, ils disent, en conclusion, il faut les prendre rapidement en charge pour éviter que la macula soit déplacée, etc. Et peut-être, ils se disent, les auteurs en 2022, que les techniques chirurgicales peuvent limiter ces anomalies. Voilà. Et après, on va parler des techniques chirurgicales. Et ce qui est très intéressant, il y a une étude ellipsoïde, c'est une équipe canadienne qui a cherché, donc vous avez regardé est-ce que c'est le tamponnement, est-ce que c'est le positionnement, ou c'est quelque chose dans la technique chirurgicale qui pourrait expliquer ces différences ou pas. Et eux, ils ont regardé, probablement, tu as fait un bout de chemin avec ça, il y a d'autres, etc. Ils ont dit, voilà, nous on va regarder, on fait la vitrectomie, la rétinopathie cryo-laser, et après un tamponnement par du gaz. Et ils ont regardé 3 facteurs. Est-ce qu'ils ont fait une aspiration de liquide sous-rétinien par la déchirure périphérique? Ils ont créé une rétinotomie postérieure ou ils ont utilisé la décaline ou le perfluorocarbon liquide pour réappliquer. Ils ont randomisé ça, ils ont eu 100 patients dans chaque bras, 300 patients. Donc effectivement, si on sait très bien, c'est que des fois on a un décollement, on est rassuré, on utilise la décaline, on injecte avec une aiguille simple ou double courant, on réapplique et après on fait notre rétinopexie et on fait l'échange décalinaire, etc. Ça arrive souvent, on est des fois plus rassuré, au début on peut utiliser souvent. La deuxième technique, c'est effectivement d'utiliser la déchirure en elle-même, une fois qu'on a fait le pelage de la hyaloïde, on va réappliquer notre rétine, on va aspirer le liquide sous-rétinien par la déchirure en elle-même. Souvent, il y en a qui ne sont pas contents parce qu'on a du mal à tout aspirer, remettre notre rétine à plat. Il reste un peu de liquide sous-rétinien en pôle postérieur, ça dépend de la technique, etc. Et après, il y en a qui disent, voilà, bon, s'il reste un peu de liquide, je vais faire une rétinotomie postérieure et je vais aspirer par là. Les résultats de ces études, pour moi, je trouvais que c'était intéressant. Sous la réapplication, dans les 3 techniques, il n'y avait pas de différence. Qu'ils aspiraient par la dèche, qu'ils affairaient un trou dans le pôle postérieur où ils utilisaient la décaline. Les résultats étaient à peu près la même chose. Mais concernant l'acuité visuelle, d'une façon statistiquement significative, le fait d'aspirer par la déchirure périphérique, vous avez presque 2 fois une meilleure acuité visuelle par rapport à utiliser la décaline. Et encore mieux si vous faites une rétinotomie postérieure. Et si on regarde concernant la baisse d'acuité visuelle et la métamorphopsie, vous en avez presque 2 fois plus si vous utilisez la décaline. Parce que vous écrasez rapidement votre rétine et en fait, ils décrivent effectivement, ils pensent que les cellules ils se font écraser, ils ne vont pas se remettre au bon endroit et ça explique l'altération de la ligne ellipsoïde, des interdigitations et les métamorphopsies. Concernant les complications inflammatoires, après la chirurgie, pareil, l'utilisation de perfluorocarbone augmente ce risque inflammatoire d'œdème maculaire cystoïde en post-opératoire. Et concernant l'apparition d'une membrane épirétinienne postérieure, elle est plus importante si vous faites un trou au pôle postérieur que si vous utilisez la déchirure périphérique ou si vous utilisez le perfluorocarbone, donc ce n'est pas le même risque. Donc en conclusion, les auteurs ils disent que le fait de drainer le liquide sous-rétinien lors d'une vitrectomie par la déchirure périphérique a plus de bénéfices et moins de complications que les autres techniques. Et cette technique, à mon avis, si vous pouvez comparer par les chirurgies ab externes, on sait que si vous avez des patients FAC, vous mettez une bande, vous faites peut-être une ponction ou pas, vous avez des meilleurs résultats fonctionnels à long terme. Et le fait qu'il y ait un tout petit peu de liquide sous-rétinien qui reste quand vous avez fait votre aspiration, la rétine va se réappliquer par l'absorption de liquide sous-rétinien par la pompe de l'EP et vous avez des résultats qui sont meilleurs. Et cette technique a un impact sur les résultats anatomiques et fonctionnels à long terme. Donc à mon avis, c'est idéalement d'essayer d'aspirer le liquide sous-rétinien par la déchirure périphérique. Et s'il reste un peu de liquide, d'utiliser un positionnement face vers le sol pour éviter des gros plis et des gros déplacements. Merci. Ça change le résultat, comme la décaline. C'est avoir une rétine sèche, c'est ça?
Moi, Je ne crois pas. La seule chose qui peut bouger, c'est que tu peux, pour certains, faire une meilleure vitrectomie périphérique parce qu'ils voient un peu mieux. Il y a le cristallin, si les facs ils montent, etc. Et peuvent effectivement brouter encore un tout petit peu de ce vitré périphérique parce qu'ils ont meilleure visibilité s'ils utilisent un grand champ, etc. Donc, de ce côté-là. Mais concernant, à mon avis, les résultats fonctionnels, je ne parle pas de récidive, etc., je ne crois pas qu'il y ait une grosse différence. Après, ça dépend comment. Probablement, ils font pareil. Ils vont aspirer par la déchirure périphérique. Mais le fait de faire finir la vitrectomie sous air, je n'ai pas vu d'études concernant ça. Vous avez dit quand c'était mieux en laissant un peu de liquide. Non, c'est pas en fait, globalement, quand tu fais une aspiration par la déchirure périphérique, c'est très difficile que tu aspires à 100%. Et donc le fait de laisser un tout petit peu, ça veut dire que tu n'as pas écrasé tes photorécepteurs sur le P, et la pompe de l'épithélium pigmentaire va réappliquer avec le positionnement d'une façon, on va dire, plus naturelle, comme dans les... C'est ça que je te demande. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre ça et sécher la rétine sous air? Ouais, mais non, mais c'est Par la déchirure périphérique, ça veut dire qu'on laisse les fesses sur le Oui. parce que Oui. c'est pas un échange d'abandonnement sur le rétine traité mais encore décollé, qui va se faire appliquer secondairement, mais ça revient au même contre le postérieur parce qu'il est décollé à la fin de l'opération. Oui, mais je pense que non, enfin, pour avoir utilisé cette technique-là au début, du coup, j'avais quasiment un tiers de décalage avec enfin, des images autofluorescence. J'utilise cette technique-là, c'est-à-dire injection de décaline jusqu'au niveau, tu vois, jusqu'au niveau de la déchirure, enfin, de la première déchirure. J'aspirais le maximum de liquide que je pouvais avoir jusqu'à avoir. C'était jamais complètement sec, mais il restait, je pense, 0,3 cc de liquide. C'est-à-dire qu'à la fin de ma chirurgie, je regardais, je pense que si j'avais un OCT, j'aurais une petite lame de liquide sous-rétinien, mais finalement, j'avais quasiment une rétine sèche. Chose qui est complètement différente de la technique des mandrilles, où là, il reste une énorme bulle de liquide sous-rétinien à la fin de la chirurgie. Donc, alors, je pense que c'est un énorme impact, je pense. Est-ce que cet aspect de décalage en autofluorescence visible s'atténue dans le temps ou c'est figé? Ah non, c'est figé. Ah, c'est figé. Dans l'étude en question que j'ai présentée, justement, il disait qu'il y avait des cas où on le voyait à 2 mois, mais qu'on ne le voyait plus à 6 mois. C'est pour ça qu'ils ont choisi de faire leur critère principal plutôt à 6 mois qu'à 2 mois, même si la même tendance est confirmée entre les deux. Ça, il y avait exactement le même décalage sans récupération. Allez, je prends le calme 40 euros, j'ai aspiré un liquide résiduel en supérieur sans faire de résistotomie, mais je pense que peut-être on aura tendance à laisser. Ah, en fait, je pense qu'il y a un côté, enfin, moi en tout cas, c'est ça que j'avais comme sentiment, ça rassure en fait. On se dit, on a une rétine qui est bien collée là, ça devrait tenir. En fait, c'est peut-être justement une fausse, c'est contre-intuitif. Après, sur en technique 3 points, nous dans les années 90, déjà Jean-Paul Géraud faisait, il travaillait beaucoup sous air, mais on n'avait pas les systèmes branchants, donc on utilisait des lentilles, c'était vraiment galère. Alors moi, le premier que j'ai vu, qui m'avait converti à ça dans 3 mois, à travailler sous air pour drainer justement le petit soignant, c'était Bruno Morin. Et en fait, grâce à ça, c'est vrai que l'intérêt, c'est que l'air plaque la rétine, et c'est vrai qu'on voit très bien s'il reste des fractions ou pas. Et on arrive à drainer assez facilement par des déchirures ou des fractures. Donc c'est une technique qui est bien, et il y a plusieurs petites astuces pour essayer de limiter le liquide résiduel au pôle postérieur. C'est vrai que quand il en reste trop, on va éviter de faire un pli, on nage jusqu'à ce qu'on a de la mais surtout, effectivement, pas jusqu'à l'aura, pour pas se rester en fait de trop les fibres. Mais je pense justement que c'est un facteur de mauvaise récupération. Je pense qu'il ne faut pas trop drainer. Après, c'est. Oui, mais là où c'est facile, c'est souvent vraiment pour améliorer le drainage en 3 mois en tout cas, s'il faut apprendre à travailler sous air, c'est très facile avec les systèmes branchants. En fait, il y avait la question si j'ai changé la technique. En fait, moi, je n'ai pas trop changé parce que j'utilise beaucoup l'échange liquidaire. Je draine toujours pas. Je n'ai jamais fait de rétinotomie postérieure. J'ai utilisé la décaline forcément. Mais voilà, je draine dans la majorité, enfin tout le temps par la dèche. Et j'essaie de passer liquidaire. Et pour éviter que si vous allez directement
vers le nerf optique, vous achetez tout, bah, effectivement, il reste beaucoup. Mais si vous drainez le liquide jusqu'au un tout petit peu postérieur de votre déchet, là, vous pouvez aller drainer le plus possible tout en allant. Parce que si vous reste effectivement un gros décollement au pôle postérieur, vous avez peur, effectivement, si c'est un décollement postérieur, que vous allez avoir un gros pli, ce qui était le premier cas. Mais si vous drainez suffisamment, que vous puissiez faire après votre rétinopexie sous air, au laser ou au gaz, et vous positionnez juste après le patient quelques heures, je n'ai jamais eu de pli, de vrai pli, tu vois. Il faut repartir au bloc, injecter. Enfin, voilà, si vous positionnez bien juste après, et si vous drainez par la déchéance avec le vitréotome ou la backflash, globalement, ça, voilà. Juste avant qu'on aille à la pause, je voudrais remercier vraiment les trois orateurs là. Je crois qu'on vient de vivre un grand moment de la rétine, ce qui vient d'être cette communication. Parce que, pour deux raisons, enfin moi ça me va droit au cœur pour deux raisons. La première, c'est qu'on commence à parler de récupération fonctionnelle. Je me souviens que Jean-Paul, je ne sais pas si tu t'en souviens, Jean-Paul, il y a 12 ans, qui m'avait dit qu'il était pas dans les années de 85 à 95, on s'évertuait à sauver la vision, et maintenant on s'en fout. Dans les Arabes, je me souviens maintenant qu'on a dit ça, on ne se soucie que de mettre la rétine à plat. Et puis si on s'en fout. Et c'est vrai que là, ça fait plaisir de vous entendre parler de récupération fonctionnelle. Alors, en plus, bon, vous le savez, l'IRS Service le dit, l'a prouvé, dans 70% des décollements, 75% des décollements, les stades 0 et A, c'est 80%. Si vous enlevez un peu les déchirures géantes, les déchirures paravasculaires, les trous maculaires et éventuellement des décollements avec hémorragie filtrée, eh bien, vous obtenez à peu près 70% des décollements. L'IRS Ardisselby a prouvé que la guérison anatomique est obtenue dans de meilleurs taux et de façon statistiquement significative par les chirurgies externes plutôt que par la vitrectomie. Il faut quand même l'avoir en tête. Dans 70% des cas, il ne faut pas faire de vitrectomie. Mais même si vous avez fait une vitrectomie, et même si vous avez eu la chance de guérir le malade, et bien maintenant on apprend que selon la technique, votre récupération fonctionnelle n'est pas la même. Et notamment, si vous mettez du perfluorocarbone, vous avez 2 fois moins de récupération visuelle. Ça veut dire que quelqu'un qui a 10 dixièmes, on fait une chirurgie externe, il va récupérer 9. Si on fait une vitrectomie et aspiration de déchirure périphérique, il va récupérer 7. Et si on met du perflu, il va récupérer 3,5. C'est quand même pas pareil. Hein. Donc, ayez ça en tête, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ça me permet de comprendre pourquoi les gens, dans toutes les publications, ils parlent de macula off. Putain, un décollement qu'on traite par une chirurgie externe, ça récupère pratiquement 100%. Je me souviens avoir fait une présentation dans les années, enfin il y a longtemps, sur 3000 et quelques cas où j'avais l'acuité visuelle du correspondant avant la survenue du décollement et 6 mois après l'opération du décollement. La moyenne était de 83% de l'acuité qui était présente avant le décollement. 83% en tenant compte des échecs, où ça compte 0%, en tenant compte des reprises chirurgicales, en tenant compte des quelques cas qui récupèrent moins, qui sont les dialyses inférieures, parce que la limite passe par la macula, et vous avez des dépôts sous la macula qui fait qu'on récupère 60% de la vision. Donc ça veut dire que s'il y avait une différence entre macula on et macula off, je n'aurais jamais eu ce doute. Et moi, je m'en foutais, je ne marquais jamais macula on ou macula off. Il m'arrivait même de demander aux malades de bouger et de faire un peu de fou avant d'être opéré, pour que son décollement augmente, pour que ce soit plus facile à opérer. Mais on doit récupérer 100%, enfin 90% de la vision. Tu es d'accord, Jean-Paul, sur ce cycle? Bon, donc, ayez ça en tête, que la chirurgie externe, non seulement ça donne de meilleurs résultats anatomiques, mais ça donne de meilleurs résultats fonctionnels, et puis il ne faut plus mettre de perfluorocarbone. Je m'adresse là à Zachary. Zachary, il faut que vous parliez. Je ne pense que tu ne dois pas.
Il faut que vous ayez en tête que votre taux de perfluorocarbone que vous vendez va baisser. Et prenez-le en compte, puisque après ces 3 communications, je pense que c'est vraiment un moment crucial que nous venons de vivre là ce soir. Oui, je voulais juste rajouter un petit mot. Avant la pause, c'est qu'effectivement, ce que tu disais, la chirurgie par voie externe, c'est de prouver que dans des meilleurs résultats anatomiques fonctionnels à long terme, effectivement, la rapidité à laquelle vous réappliquez la rétine, ça peut être un effet délétère. Plus vous la réappliquez vite, plus elle se réapplique, on va dire, moins naturellement, et c'est moins bien au niveau fonctionnel.